Mon mari a emmené ma sœur en voyage de luxe et m'a laissé derrière pour m'occuper de notre grand-mère. Profite bien de tes corvées, disait le mot. J'ai pleuré de désespoir, jusqu'à ce que ma grand-mère sénile se lève, me tende une carte noire, et me dise « Sèche tes larmes, Valérie. Je viens de geler leur compte en banque. Que les jeux commencent. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, prenez une tasse de thé bien chaude et installez-vous confortablement. J'aimerais savoir à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, commentez M4 pour le matin, A4 pour l'après-midi, ou S4 pour le soir. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. La pluie martelait le pare-brise de ma berline avec une telle force que je distinguais à peine le panneau de sortie pour Oak Creek. C'était l'un de ces orages du Midwest qui semblent personnels, comme si le ciel essayait de s'accorder au tumulte dans votre propre tête. Je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, priant simplement pour ne pas faire d'aquaplaning et finir dans un fossé. Je n'étais pas censé être là. J'étais censé être à Cleveland pour encore 2 jours, à négocier un contrat pour l'entreprise de logistique de mon mari, mais le client avait annulé à la dernière minute, reportant au mois prochain. Au lieu de rester dans une chambre d'hôtel solitaire, j'avais décidé de conduire 5 heures à travers ce déluge pour surprendre ma famille. Je pensais à Richard. Je pensais à quel point il avait été stressé dernièrement, se plaignant toujours de son dos, des employés, de l'argent. J'ai pensé qu'un bon repas maison surprise pourrait lui remonter le moral. J'avais même un petit cadeau pour ma sœur, Glenda, qui vivait avec nous depuis 3 semaines car elle traversait une mauvaise passe après une énième rupture. Et bien sûr, j'étais inquiète pour grand-mère Betty. La grand-mère de mon mari vivait avec nous et sa démence s'aggravait. Je détestais la laisser avec Richard et sa mère, Doris, car je savais qu'ils la considéraient comme un fardeau. Je me suis garé dans l'allée, le gravier crissant sous mes pneus. La maison était sombre. Pas seulement obscure, mais complètement plongée dans le noir. J'ai senti mon estomac se nouer. Il était 7 heures du soir, un mardi. Richard devrait être en train de regarder la télévision. Ma belle-mère, Doris, devrait être dans la cuisine à se plaindre de quelque chose. Glenda devrait être affalée sur le canapé, à faire défiler son téléphone. J'ai couru sous la pluie jusqu'au porche d'entrée, cherchant mes clés à tâtons. Le vent me fouettait le visage avec mes cheveux, me piquant les yeux. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Le silence m'a frappé plus durement que la tempête dehors. Il faisait froid. Le thermostat avait été réglé bien trop bas. Richard, ai-je appelé. Ma voix a résonné dans le couloir. Glenda? Doris? Rien. Je suis allé dans la cuisine, allumant la lumière. Les comptoirs étaient impeccables, ce qui fut le premier signe que quelque chose n'allait pas. D'habitude, quand je rentrais de voyage, l'évier était rempli de vaisselle, car personne d'autre dans cette maison ne savait comment charger un lave-vaisselle. Mais aujourd'hui, c'était propre. Trop propre. Puis je l'ai vu. Un morceau de papier à ligne, posé au centre de l'îlot de cuisine et maintenu par la salière. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. Je me suis approché et les ramassé. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Richard. Elle était griffonnée, hâtive, comme s'il avait hâte de finir d'écrire pour partir. Valérie, disait le mot. Glenda a été très déprimée ces derniers temps. Elle a besoin d'une pause. Maman et moi avons décidé de l'emmener à Hawaï pour une semaine afin de lui remonter le moral. Nous avons utilisé la carte de l'entreprise pour les vols. Puisque c'est techniquement une dépense de cohésion d'équipe. On ne voulait pas te déranger pendant que tu travaillais. Tu es la personne responsable. Alors on savait que ça ne te dérangerait pas de tenir le fort. Grand-mère Betty est sur le canapé. On lui a donné ses médicaments à midi. Profite du calme. On se voit dimanche. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. Hawaï. Mon mari avait emmené ma sœur à Hawaï, avec sa mère, et il ne me l'avait pas dit. Ils avaient attendu que je sois en déplacement, travaillant pour payer leur style de vie, et puis ils étaient partis. Dépenses de cohésion d'équipe. C'était un mensonge. Glenda ne travaillait pas pour l'entreprise. Elle ne travaillait nulle part. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou, un mélange d'humiliation et de rage. Il m'avait encore laissé derrière. J'étais l'épouse.
J'étais celle qui gérait les comptes de l'entreprise. J'étais celle qui préparait les repas et payait les factures. Mais quand venait le temps des vacances, j'étais celle qu'on laissait derrière pour changer des couches pour adultes et donner la béquée à grand-mère Betty. Profite bien de tes corvées, me suis-je murmuré, en froissant le mot dans mon poing. Nous avons emmené ta sœur à Hawaï. La trahison ne concernait pas seulement le voyage. C'était le secret. C'était le fait que ma sœur, ma propre chair et mon propre sang, ne m'avaient pas envoyé un seul texto. Elle était probablement en train de siroter un métail en ce moment même, riant avec mon mari. J'ai laissé tomber mon sac par terre et me suis affalé contre les placards. Les larmes sont venues, chaudes et rapides. Je me sentais si petite, si utilisée. J'avais passé 15 ans à construire cette vie, à bâtir l'entreprise de Richard, à essayer de plaire à son impossible mère, à essayer d'aider ma sœur chaotique. Et voilà ma récompense. Une maison vide et une liste de tâches. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, laissant échapper un sanglot qui sonnait rauque dans la cuisine vide. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je me noyais dans mon propre salon. Soudain, une main a touché mon épaule. J'ai sursauté, cherchant de l'air, et me suis relevé en vitesse. Je me suis retourné, m'attendant à voir un intrus. C'était grand-mère Betty. Elle portait sa chemise de nuit à fleurs, ses cheveux blancs détachés sur ses épaules, mais elle n'était pas voûtée. Elle ne me regardait pas avec ce regard vide et confus auquel je m'étais habitué ces 3 dernières années. Elle se tenait droite. Le menton haut, et ses yeux bleus, étaient vifs, clairs, et brillaient d'une intensité qu'on n'avait pas vue depuis une décennie. Elle a regardé le mot froissé dans ma main, puis mon visage strié de larmes. « Grand-mère » ai-je balbutié, en essuyant mes yeux. « Salut. Je pensais que tu dormais. Tu as besoin d'eau ? Tu sais qui je suis. » Elle a tendu la main et a pris le mot. Elle l'a lissé sur le comptoir, l'a lu une fois, et a laissé échapper un rire bref et sec. « Je sais exactement qui tu es, Valérie, a-t-elle dit. » Sa voix ne tremblait pas. Elle était forte. « Et je sais exactement où ces parasites sont allés. » Ma mâchoire est tombée. « Grand-mère, tu parles. Tu dis des choses sensées. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Sèche tes larmes, ma petite fille. J'attendais qu'ils fassent une erreur aussi grosse. Et mon Dieu, ils viennent de nous tendre la pelle pour les enterrer. » Je suis resté là, dans la cuisine, paralysé. La tempête faisait toujours rage dehors, mais la tempête à l'intérieur de la maison avait soudainement changé de direction. Grand-mère Betty, la femme à qui je donnais de la compote de pommes à la cuillère la semaine dernière, la femme qui me prenait pour son infirmière nommée Mildred, me regardait avec l'acuité d'un faucon. « Grand-mère, je ne comprends pas » ai-je murmuré. « Le docteur a dit que ton déclin cognitif était sévère. Tu ne m'as pas reconnu depuis 2 ans. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, Valérie, » a dit Betty en se dirigeant vers le réfrigérateur. Elle l'a ouvert, a poussé une brique de lait et a atteint un loquet caché tout au fond de l'étagère du bas. Richard voit une vieille femme sénile qui n'est qu'une signature sur un chèque. Doris voit un fardeau. Et toi, tu as vu quelqu'un qui avait besoin de soins. Tu as été la seule à être gentille avec moi quand tu pensais que je n'étais pas là. Elle a sorti une petite clé métallique, collée sous l'étagère. Viens avec moi, a-t-elle ordonné. Ce n'était pas une requête. Elle m'a conduite dans le couloir jusqu'au petit bureau au fond de la maison. C'était censé être le repère de Richard, une pièce qu'il gardait fermée à clé car il prétendait y avoir des documents sensibles de l'entreprise. Je n'avais jamais eu la clé. Betty s'est approchée de la bibliothèque, a sorti un épais volume sur l'histoire navale, et a révélé un coffre-fort caché derrière. Elle a utilisé la clé du frigo. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait un disque dur high-tech et une pile de dossiers juridiques. Je suis propriétaire de cette maison, Valérie, a dit Betty en branchant le disque dur sur l'ordinateur de bureau de Richard. Je suis propriétaire de l'entreprise de logistique. Je suis propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve. Richard pense qu'il a une procuration parce que j'ai signé des papiers il y a 3 ans quand je suis tombé malade. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le trust que j'ai mis en place a une clause de sécurité. Au moment où je pourrai prouver que je suis saine d'esprit, son autorité s'évaporera. Mais pourquoi ? Ai-je demandé en m'enfonçant dans le fauteuil de bureau. Pourquoi faire semblant ?
Pourquoi les laisser te traiter comme un meuble? Parce que j'avais besoin de savoir, a-t-elle dit, sa voix devenant glaciale. J'avais besoin de savoir qui m'aimait, et qui aimait mon argent. Et plus important encore, j'avais besoin de savoir ce qu'il faisait quand il pensait que personne ne regardait. Elle a cliqué sur un fichier sur l'écran de l'ordinateur, nommé « Le nid ». J'ai fait installer des caméras cachées dans le salon et la chambre principale il y a 4 ans, juste avant de commencer ma petite performance, a-t-elle dit. Regarde. Je me suis penché. L'horodatage sur la vidéo était d'il y a 2 semaines. C'était un mardi vers midi. J'étais au travail. La vidéo montrait notre salon. Glenda était là, portant l'un de mes peignoirs en soie. Elle riait, tenant un verre de vin. Richard est entré dans le champ. Mon estomac s'est tordu. Il ne se contentait pas de lui parler. Il s'est approché d'elle par derrière, a enroulé ses bras autour de sa taille, et lui a embrassé le cou. J'ai eu un haut le cœur. Physiquement. Non, ai-je murmuré. Non, s'il te plaît. C'est ma sœur. Continue de regarder, a dit Betty doucement, posant une main sur mon épaule. Elle est tellement ennuyeuse, Richie, disait Glenda à l'écran. Valérie est si coincée. Quand est-ce que tu vas la quitter? Tu avais dit qu'une fois que tu aurais le contrôle total des comptes de la vieille bique, tu mettrais Valérie dehors. Richard a ri à l'écran. Patience, bébé. La vieille bique, il a fait un geste vers le couloir où se trouvait la chambre de Betty, tient à peine le coup. Une fois qu'elle passera l'arme à gauche, le trust sera complètement débloqué. J'ai besoin que Valérie continue de tenir les comptes d'ici là. C'est la seule qui sait comment tenir le fisc à distance. En plus, c'est une femme de ménage gratuite. Je déteste te partager, a boudé Glenda, se retournant pour l'embrasser sur les lèvres. Mon mari embrassant ma sœur, dans ma maison, pendant que j'étais au travail à gagner l'argent pour acheter le vin qu'il buvait. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. L'air m'a manqué. La trahison était si absolue, si complexe, que mon cerveau ne pouvait pas la traiter. Ma sœur, ma petite sœur, que j'avais aidée pour ses devoirs, que j'avais sortie de ses dettes, que j'avais réconfortée à chaque rupture. Elle n'était pas seulement ici pour guérir. Elle était ici pour voler ma vie. Ils font ça depuis 2 ans, a dit Betty doucement. Juste sous ton nez. Doris le sait aussi. Elle l'encourage. Elle trouve Glenda plus amusante que toi. Doris le sait, ai-je réussi à articuler. Doris pense que tu es trop ordinaire pour son fils, a dit Betty. Elle veut Glenda parce que Glenda la flatte. C'est un nid de vipères, Valérie. Tous. Je fixais l'écran, regardant mon mari et ma sœur se moquer de moi, les regardant comploter pour me jeter dehors dès que Betty mourait. La tristesse que j'avais ressentie plus tôt a commencé à s'évaporer. Le chagrin était toujours là, mais il était rapidement consumé par un feu assez chaud pour brûler toute cette maison. Ils ont pris la carte de crédit de l'entreprise, ai-je dit, ma voix tremblant, mais pas de larmes cette fois. Pour aller à Hawaï. Ils ont pris mon argent, a corrigé Betty. Pour célébrer leur traîtrise. Elle a plongé la main dans la poche de sa chemise de nuit et en a sorti une carte noire et élégante. Ce n'était pas une carte de crédit standard. C'était une carte Centurion, le genre qu'on n'obtient que sur invitation. Celle-ci, a dit Betty, est liée au compte principal du Betty Trust. Le compte qui alimente l'entreprise, la maison, et l'argent de poche de Richard. Il pense qu'il contrôle le flux. Il est sur le point de découvrir qu'il n'est qu'un robinet que je peux fermer. Elle m'a tendu la carte. J'ai 85 ans, Valérie. Je n'ai plus beaucoup de temps pour les drames, mais j'ai tout le temps pour la justice. Es-tu avec moi? J'ai regardé la vidéo une dernière fois, le sourire narquois de Glenda et le sourire arrogant de Richard. Puis j'ai regardé la carte noire. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. On les ruine, a souri Betty. Mais d'abord, on les met dehors. Pour comprendre pourquoi la vidéo de Glenda et Richard m'a si complètement anéanti, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre que le fait que Glenda prenne ce qui était à moi n'était pas une nouveauté. C'était le thème récurrent de toute notre vie. Nous avons grandi dans une petite ville de l'Ohio. J'étais la sœur aînée de 7 ans. Dès la naissance de Glenda, la dynamique a été gravée dans le marbre. J'étais la responsable, la solide, la petite mère.
Glanda était la princesse. Elle est née avec de grands yeux bleus et des boucles blondes qui faisaient s'arrêter les inconnus dans la rue. J'avais des cheveux châtains quelconques et des lunettes. Mes parents, que Dieu ait leur âme, étaient de bonnes personnes à leur manière, mais ils étaient aveugles. Ils sont tombés dans le piège du syndrome de l'enfant en or. Parce que j'étais capable, ils m'ignoraient. Parce que Glanda était délicate et sensible, ils investissaient tout en elle. Je me souviens de mon 16e anniversaire. J'avais économisé mon argent de poche pendant 2 ans pour acheter une Honda Civic d'occasion à notre voisin. J'en avais besoin pour aller à mon job à temps partiel à la bibliothèque. Le matin de mon anniversaire, mon père m'a fait asseoir. Il avait l'air peiné. « Valérie, ma chérie, a-t-il dit, Glanda veut vraiment aller à ce camp de cheerleading en Floride. C'est son rêve. Nous sommes un peu à court d'argent ce mois-ci. Comme tu es si doué pour économiser et que tu peux prendre le bus pour aller travailler. Peut-être qu'on pourrait utiliser ton fonds pour la voiture pour son camp. Ça signifierait tellement pour elle. » Je me souviens de la boule que j'avais dans la gorge. Elle avait un goût de cendre. « Mais papa, j'ai travaillé pour cet argent. »« Je sais, a-t-il dit. Mais tu es forte, Val. Tu peux supporter le bus. Glanda, elle, est fragile. Si elle n'y va pas, elle sera anéantie. Tu ne veux pas que ta sœur soit déprimée, n'est-ce pas? » C'était l'arme qu'ils utilisaient toujours. Le bonheur de Glanda était obligatoire. Le mien était optionnel. Je leur ai donné l'argent. J'ai pris le bus. Glanda est allée au camp, a abandonné au bout de 3 jours parce qu'il faisait trop chaud, et ne m'a jamais remboursé. Mais le pire souvenir, celui qui me réveille encore la nuit, s'est produit quand j'avais 22 ans. J'ai toujours aimé la pâtisserie. C'est mon article. La farine, le sucre, le beurre, ils ont un sens pour moi que les gens n'ont jamais eu. J'avais postulé pour une bourse prestigieuse dans un institut culinaire à Chicago. C'était un pari audacieux, mais je l'ai eu. Une bourse partielle qui aurait changé ma vie. J'avais $5000 d'économie pour couvrir le reste des frais de scolarité et de logement. Je suis rentré à la maison en agitant la lettre d'acceptation, éclatant de fierté. Glanda était sur le canapé en train de pleurer. Elle avait 15 ans à l'époque. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Mon nez » a-t-elle gémi. « Il est hideux. Les garçons à l'école m'ont appelé le toucan. Je ne peux pas y retourner. Je vais me tuer, je le jure. » C'était une bosse. Une minuscule bosse à peine visible sur l'arête de son nez. Ma mère m'a regardé, ses yeux suppliants. « Valérie, elle est hystérique. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Nous avons trouvé un chirurgien qui peut arranger ça, mais l'assurance ne le couvre pas. C'est $5000. Je me suis figé. Non, ai-je dit. Non, maman. C'est mon argent pour les frais de scolarité. Je pars pour Chicago dans 1 mois. Comment peux-tu être si égoïste, a crié Glanda en me jetant un coussin. Tu veux que je sois moche pour toujours? Tu es juste jalouse parce que tu es la grosse sœur. Glanda, arrête, a dit faiblement papa, puis il s'est tourné vers moi. Valérie, regarde-la. Elle souffre. Tu pourras toujours aller à l'école de cuisine l'année prochaine. Tu es jeune. Tu peux travailler 1 an de plus et économiser à nouveau. C'est de la santé mentale de ta sœur dont il s'agit. J'ai regardé mes parents. J'ai regardé Glanda, dont les larmes se sont taries instantanément dès qu'elle a senti que je pourrais céder. Je n'arrive pas à croire que vous me demandiez ça, ai-je murmuré. Nous te demandons d'être la grande sœur, a dit maman. S'il te plaît, Val, fais-le pour la famille. Je l'ai fait. Je leur ai donné l'argent. Glanda a eu sa rhinoplastie. Elle avait exactement la même apparence après, mais soudain, elle était assez confiante pour commencer à sortir avec le capitaine de l'équipe de football. Je ne suis jamais allé à l'école de cuisine. La vie s'en est mêlée. Mes parents sont tombés malades, l'économie s'est effondrée, et j'ai dû prendre un travail de bureau pour payer les factures. J'ai enfermé mon rêve de pâtisserie dans une boîte, enfoui au plus profond de mon cœur. Et maintenant, 20 ans plus tard, je regardais un écran d'ordinateur, voyant cette même sœur, celle dont j'avais payé le nez, coucher avec mon mari. Elle est tellement ennuyeuse, avait dit Glanda dans la vidéo. Elle est coincée. Je n'étais pas coincé,
Glanda. J'étais épuisé. J'étais épuisé par 40 ans à soutenir le ciel pour que tu puisses danser en dessous. Je me suis levé du bureau dans le cabinet de Richard. Le souvenir de cette bourse perdue brûlait dans ma poitrine, alimentant le feu que Betty avait allumé. Tu sais, ai-je dit à Betty, la voix dure. Elle a emprunté mes boucles d'oreilles en émeraude préférées pour ce voyage. Je ne les lui ai pas prêtées. Elle les a juste prises dans ma boîte à bijoux. Betty a eu un sourire narquois. Eh bien, espérons qu'elle appréciera de les porter pendant qu'elle m'en dira de la monnaie à l'aéroport d'Honolulu. La trahison ne s'arrêtait pas à Glanda. Si Glanda était la voleuse de mon enfance, Richard était le voleur de ma vie d'adulte. J'ai rencontré Richard il y a 10 ans. Je travaillais comme chef d'équipe dans une boulangerie industrielle. Pas la pâtisserie de luxe dont j'avais rêvé, mais ça payait les factures. Richard est entré comme client. Il était charmant, habillé de costumes qui semblaient chers de loin mais bon marché de près. Il m'a dit qu'il était le PDG de Art Logistique, un héritage familial. Il parlait de chaînes d'approvisionnement et de portée mondiale avec une telle confiance que j'ai été séduite. J'avais 35 ans, j'étais célibataire, et fatigué d'être la personne responsable qui rentrait dans un appartement vide. Richard m'a fait me sentir spécial. Il me disait que j'étais intelligente, capable, belle. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'est là que le masque est tombé. 2 mois après le mariage, Richard m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Il avait l'air pâle. « Val, bébé, on a un problème », a-t-il dit. L'entreprise ne va pas aussi bien que je l'ai dit. Le comptable a démissionné. Le fisc nous contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Je suis bon pour la vue d'ensemble, mais les chiffres, ça m'embrouille. Il m'a montré les livres de compte. C'était un désastre. Art Logistique, c'était en gros 3 camions et une montagne de dettes. Il n'avait pas payé les charges sociales depuis 6 mois. J'ai besoin de toi, a-t-il dit en me tenant les mains. Tu es si organisé. Tu gérais cette boulangerie parfaitement. Peux-tu juste y jeter un œil? Juste m'aider à réparer le système de classement? Richard, j'ai un travail à plein temps, ai-je dit. Je suis en lice pour une promotion au poste de directrice régionale. Mais c'est notre héritage, a-t-il plaidé. Ma grand-mère a fondé cette entreprise. Si elle fait faillite, ça la tuera. Fais-le pour Betty. S'il te plaît, quitte juste la boulangerie. Je te verserai un salaire une fois que nous serons dans le vert. Tu pourras être la directrice financière. J'ai regardé ses yeux désespérés. J'ai pensé au mariage, au partenariat. J'ai pensé, pour le meilleur et pour le pire. Alors, j'ai quitté mon travail. J'ai sacrifié ma promotion. J'ai retroussé mes manches et je me suis plongé dans le désordre qu'était Art Logistique. Pendant les 5 années suivantes, j'ai travaillé 16 heures par jour. J'ai appris seul le droit fiscal des sociétés. J'ai renégocié des contrats avec des fournisseurs qui étaient sur le point de nous poursuivre. J'ai licencié les chauffeurs paresseux que Richard avait embauchés parce que c'étaient ses copains de beuverie. J'ai rationalisé les itinéraires. J'ai modernisé le logiciel de suivi. J'ai sauvé l'entreprise. Je l'ai sortie du bord de la faillite et l'ai transformée en une opération rentable de taille moyenne. Et qu'a fait Richard? Il a acheté une nouvelle BMW. Il s'est inscrit dans un country club. Il a commencé à aller à des déjeuners d'affaires qui duraient 3 heures. Chaque fois que je posais des questions sur mon salaire, le salaire qu'il m'avait promis, il devenait sur la défensive. « Val, allons, disait-il. Pourquoi as-tu besoin d'un salaire? Tout ce que j'ai est à toi. Nous sommes mariés. Te mettre sur la liste de paie ne fait qu'augmenter nos impôts. Gardons-le sur le compte de l'entreprise pour pouvoir réinvestir. » Je l'ai cru. J'étais stupide, mais je l'ai cru. Je pensais que nous construisions un avenir ensemble. Mais le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le crédit. Nous étions à un gala de la Chambre de commerce l'année dernière. Richard recevait le prix de l'homme d'affaires de l'année. J'étais assise dans le public, applaudissant, portant une robe que j'avais achetée dans un magasin discount parce que Richard disait que nous devions être économes avec les dépenses personnelles. Il est monté sur scène, rayonnant. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, a-t-il dit à la foule. Il faut du cran. Il faut une vision. Il faut un homme qui n'a pas peur de prendre les décisions difficiles.
Il ne m'a pas mentionné. Pas une seule fois. Il n'a pas mentionné que la vision, c'était moi qui restais debout jusqu'à 4 heures du matin pour corriger ses feuilles de calcul. Il n'a pas mentionné que les décisions difficiles, c'était moi qui licenciais ses amis incompétents. Quand il est revenu à la table, j'ai murmuré, « Tu n'as pas mentionné l'équipe. » Il m'a tapoté la main avec condescendance. « Chérie, ne sois pas comme ça. Les investisseurs veulent voir un leader fort. C'est du marketing. Tu ne comprendrais pas, tu ne comprendrais pas. » Cette phrase résonnait dans ma tête maintenant, alors que j'étais assise dans le bureau avec grand-mère Betty. Il m'avait dit que je ne comprendrais pas les affaires. Pourtant, me voilà. La seule raison pour laquelle il n'était pas en prison pour fraude fiscale. Il a détourné de l'argent, ai-je dit à Betty, en regardant les relevés bancaires à l'écran. Regarde ses retraits. Des honoraires de consultation à une société écran dans le Delaware. 5 000 $ par mois qui ont commencé il y a 2 ans. Betty a hoché la tête. À peu près au moment où Glenda a commencé à venir plus souvent. Ça a fait tilt. Il ne se contentait pas de me tromper. Il volait l'argent que je gagnais pour payer la femme qui volait mon mari. Il utilisait mon travail pour financer sa liaison avec ma sœur. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. Ce n'était plus de la tristesse. C'était la précision calculée d'un auditeur trouvant une anomalie. Il se prend pour un génie, ai-je dit doucement. Mais il a oublié une chose. Qu'est-ce que c'est, a demandé Betty. Il ne connaît pas les mots de passe, ai-je dit, un sourire sombre se dessinant sur mes lèvres. J'ai mis en place l'authentification à 2 facteurs pour les comptes de l'entreprise. Tout arrive sur mon téléphone. Les yeux de Betty ont pétillé. Eh bien alors, Valérie, je pense qu'il est temps que tu approuves quelques transactions de ton côté. La trahison n'était pas seulement financière, et elle n'était pas seulement sexuelle. Elle était domestique. C'était la dégradation quotidienne qui était devenue ma normalité. On dit que si on met une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute. Mais si on chauffe l'eau lentement, elle meurt ébouillantée. Je bouillais depuis des années. Vivre avec Richard signifiait vivre avec sa mère, Doris. Quand son mari est mort, Richard a insisté pour qu'elle emménage avec nous. Elle est seule, Val. C'est la chose chrétienne à faire. Doris était une femme qui maîtrisait l'art du compliment déguisé. « Oh, Valérie, disait-elle en me regardant laver le sol. C'est si bien que tu aimes le travail manuel. J'ai toujours été trop délicate pour ça. Mes mains étaient faites pour le piano, pas pour l'eau de Javel. Ou au dîner, ce rôti est intéressant. Un peu sec, mais je suppose que les femmes qui travaillent n'ont pas le temps d'apprendre les bonnes marinades. Glenda, ma chérie, passe le sel. Et puis il y avait Glenda. Ma sœur ne se contentait pas de rendre visite, elle envahissait. Elle venait un vendredi juste pour dire bonjour et restait jusqu'au mardi. Elle traitait ma maison comme un hôtel et moi comme le personnel. Je me souviens d'un dimanche particulier le mois dernier. Il faisait une chaleur étouffante. J'étais dehors dans le jardin à désherber les rosiers de Doris parce qu'elle prétendait que son arthrite la faisait souffrir. Je transpirais, couverte de terre, le dos endolori. J'ai regardé par la porte-fenêtre dans le salon. La climatisation tournait à plein régime à l'intérieur. Richard était assis dans son fauteuil inclinable à regarder le football. Doris était dans son fauteuil à tricoter. Et Glenda peignait les ongles de pied de Doris. Il riait. On aurait dit un tableau de famille parfait. Le fils, la mère et la belle-fille. Je suis entré pour prendre un verre d'eau. Le rire s'est arrêté net. « Oh, Val, a dit Richard, sans quitter la télévision des yeux. Pendant que tu es debout, tu peux me prendre une bière? Et maman a besoin de plus de thé glacé. Je travaille dans le jardin depuis 3 heures, Richard, ai-je dit, en essuyant la sueur de mon front. Je suis épuisé. Ne sois pas grincheuse, est intervenue Glenda, levant les yeux avec un sourire doux et empoisonné. Elle portait un de mes pantalons de yoga, les chers que je m'étais offert comme une gâterie mais que je n'avais jamais le temps de porter. Il lui allait mieux. On se disait justement que tu avais de la chance d'avoir un si beau jardin pour jouer. C'est thérapeutique, non? Jouer, ai-je lâché. C'est du travail, Glenda. Contrairement à toi, je ne pense pas que la vie soit une grande vacance. Ouah. Calme-toi, ma grande, a dit Richard en se levant.
Il s'est approché et a posé une main sur l'épaule de Glenda, la serrant de manière protectrice. Glenda est une invitée. Elle traverse une période difficile avec cette rupture. Tu dois être plus solidaire. Tu es toujours si négative ces derniers temps. C'est épuisant. Elle a raison, Valérie, a ajouté Doris, inspectant ses orteils fraîchement peints. Glenda apporte une lumière dans cette maison. Toi, tu cours toujours partout avec tes feuilles de calcul et ton ménage. Tu rends tout le monde tendu. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Détends-toi un peu. Je suis resté là, tenant mes gants de jardinage sales, les regardant tous les trois, mon mari protégeant ma sœur, ma belle-mère préférant ma sœur, et ma sœur portant mes vêtements, volant ma place. Je me sentais comme une intruse dans ma propre maison. Je me sentais comme l'appareil moche, ennuyeux et utile qu'il gardait parce qu'il maintenait les lumières allumées, tandis qu'il traitait Glenda comme le nouveau jouet brillant. Je suis désolé, ai-je marmonné. Je me suis excusé, pour de vrai. Je suis juste fatigué. Eh bien, va prendre une douche, a dit Richard avec dédain. Tu sens le paillis. Glenda et moi allons chercher des pizzas. On te ramènera une part. Ils sont partis ensemble dans sa voiture. Ils ont mis 3 heures pour aller chercher des pizzas. Quand ils sont revenus, ils gloussaient, sentant le parfum cher et le vin blanc. Ils ont dit que la pizzeria était débordée. J'ai mangé ma part de pepperoni froide seul au comptoir de la cuisine pendant qu'ils regardaient un film dans le salon. Maintenant, en regardant les images de sécurité avec Betty, j'ai réalisé exactement où ils étaient allés cet après-midi-là. Ils n'étaient pas allés chercher des pizzas. Ils étaient allés au motel sur la route 9. J'ai vu le débit sur le relevé bancaire que Betty a sorti. Starlight Inn, $65. Je leur ai présenté mes excuses, ai-je murmuré à Betty, tremblant de fureur. J'étais en train de désherber leur jardin et je me suis excusé d'être fatigué pendant qu'ils allaient dans un motel. Betty a frappé la main sur le bureau. Plus d'excuses, Valérie. Doris t'a appelé une servante. Très bien. Voyons comment elle survit quand la servante se licencie elle-même. Richard pense que tu es négative. Montrons-lui à quoi ressemble le négatif quand il est appliqué à son solde bancaire. Ils m'ont traité comme si j'étais invisible, ai-je dit. C'était leur erreur, a répondu Betty. L'invisibilité est un super pouvoir. Tu as tout vu. Tu sais tout. Et maintenant, tu vas l'utiliser. L'horloge du grand-père dans le couloir a sonné 3 heures du matin. Dehors, la tempête était passée, laissant derrière elle un silence lourd et suffocant. À l'intérieur du bureau, l'atmosphère était électrique. Nous avions passé les 4 dernières heures à tout éplucher. Betty ne faisait pas seulement semblant d'être sénile. Elle avait agi comme une espionne en territoire ennemi. Elle avait des carnets remplis de dates, d'heures et de conversations qu'elle avait surprises en faisant la sieste. Elle avait des copies de mails que Richard avait laissés ouverts sur son ordinateur portable. Elle avait même une liste d'objets que Doris avait offerts à Glenda, la porcelaine de ma grand-mère, mes chandeliers en argent, mes foulards. Betty s'est adossée à son fauteuil en cuir, me regardant. Elle a posé un épais dossier manie sur le bureau. Voici l'accord du trust, a-t-elle dit. Clause 14, section B. En cas d'infidélité, de mauvaise gestion financière ou de maltraitance d'une personne âgée prouvée de la part de Richard Hart, la fiduciaire, moi, a le droit unilatéral de révoquer tous les accès et privilèges immédiatement. Elle a tapoté le document avec son ongle. Je peux le finir, Valérie. Avec un seul coup de fil à Monsieur Henderson, mon avocat. Je peux le dépouiller de son titre, de son salaire et de son accès au compte de l'entreprise. Je peux expulser Doris. Je peux poursuivre Glenda pour vol. Elle s'est penchée en avant, ses yeux fixés sur les miens. Mais j'ai besoin que tu sois sûr. Parce qu'une fois que nous aurons appuyé sur la gâchette, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas juste une bataille. C'est une guerre. Ils vont crier. Ils vont pleurer. Ils vont supplier. Ils vont envoyer tes parents pour te faire culpabiliser. Ils essaieront de détruire ta réputation. Elle a fait une pause. Valérie, tu as un bon cœur. Trop bon. Je t'ai vu leur pardonner pendant 15 ans. Si tu as le moindre doute, si tu penses que tu pourrais vouloir essayer une thérapie de couple, dis-le-moi maintenant. Je me contenterai de le couper financièrement et nous pourrons en rester là. J'ai regardé le dossier.
J'ai pensé à la thérapie de couple que Richard proposerait. Il pleurerait, blâmerait le stress, blâmerait Glenda, me dirait que j'étais la seule qu'il aimait. Il me manipulerait jusqu'à ce que je croie que c'était de ma faute parce que je travaillais trop. J'ai pensé à Glenda. Elle pleurerait sur sa santé mentale, menacerait de se faire du mal, me dirait que j'étais une grande sœur cruelle qui l'enfonçait alors qu'elle était déjà à terre. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre du bureau. J'ai vu une femme qui paraissait 10 ans de plus que son âge. Des yeux fatigués, des cheveux gris qui commençaient à apparaître. Une femme qui s'était faite si petite pour s'intégrer dans leur vie qu'elle avait presque disparu. L'ancienne Valérie est morte, ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle sonnait profonde, résonnante. Qu'est-ce que tu as dit? A demandé Betty. J'ai dit que l'ancienne Valérie est morte, ai-je répété plus fort. La Valérie qui s'excuse de prendre de la place. Elle est morte ce soir quand elle a lu ce mot. Je ne veux pas de thérapie. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas arranger les choses. Je me suis levé et j'ai ramassé la carte Centurion noire. Elle était lourde, froide et puissante. Je veux qu'il souffre, ai-je dit. Je veux qu'il ressente exactement ce que j'ai ressenti en me tenant dans cette cuisine vide. Je veux que Richard se sente impuissant. Je veux que Glenda se sente sans abri. Je veux que Doris se sente insignifiante. J'ai regardé Betty. Appelle Monsieur Henderson. Réveille-le. Faisons tout sauter. Betty a affiché un large sourire prédateur qui la faisait paraître 20 ans plus jeune. Elle a pris le téléphone. Monsieur Henderson, c'est Betty. Oui, je sais quelle heure il est. Faites une cafetière et sortez votre assistant juridique du lit. Nous arrivons à votre bureau. Et Henderson, apportez les avis d'expulsion. Nous allons avoir une matinée chargée. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Va te laver le visage, Valérie. Mets ton plus beau tailleur. Celui que Richard déteste parce qu'il dit qu'il te donne l'air trop masculin. Nous avons une entreprise à prendre d'assaut. Je me suis dirigé vers la porte mais je me suis arrêté. Je me suis retourné pour regarder cette femme incroyable qui m'avait sauvé d'une vie de servitude. Merci, grand-mère, ai-je dit. Ne me remercie pas tout de suite, a-t-elle cligné de l'œil. Attends de voir la tête de Richard quand sa carte de crédit sera refusée devant tout l'hôtel. J'ai regardé dans les yeux de Betty, puis mon propre reflet fatigué dans le miroir une dernière fois. J'avais vécu pour les autres pendant trop longtemps. Aujourd'hui, l'ancienne Valérie était morte. Si vous croyez aussi que nous, les femmes, ne devrions pas baisser la tête devant les traîtres, si vous voulez me voir reprendre tout ce qui m'appartient, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes là, à mes côtés, me donnant la force pour ce combat. Votre soutien est mon arme la plus puissante. Commentez le chiffre maintenant. Et maintenant, regardez ce que Betty et moi allons faire. Le bureau de Henderson & Associates était silencieux à 5 heures du matin, à l'exception du bourdonnement de la photocopieuse et de la frappe frénétique de l'assistant juridique de Monsieur Henderson, un jeune homme vif nommé David. Monsieur Henderson lui-même, un homme dans la soixantaine avec un nœud papillon et des yeux qui avaient vu toutes sortes de conflits familiaux imaginables, était assis en face de nous. Il regardait Betty avec une pure admiration. Je dois dire, Betty, a dit Henderson en nous servant du café. Vous avez joué sur le long terme. Je commençais à m'inquiéter que vous laissiez ce petit-fils vider le trust avant que vous ne repreniez vos esprits. J'avais besoin qu'il se pende tout seul, Arthur, a dit Betty en sirotant son café noir. Et il l'a fait. Il s'est construit une potence si haute qu'il peut voir Hawaï depuis celle-ci. Nous nous sommes mis au travail. L'efficacité était terrifiante et magnifique. D'abord, l'affidavit médical. Betty avait secrètement consulté un neurologue dans le comté voisin pendant 3 ans, un ami de Henderson. Nous avions une évaluation fraîche datant de la veille. Elle s'était éclipsée pendant mon voyage et pendant que Richard faisait ses bagages, confirmant qu'elle était saine d'esprit et d'une intelligence supérieure. Ce document annulait immédiatement la procuration médicale que détenait Richard. Maintenant, l'interrupteur financier, a dit Henderson en faisant glisser un document vers moi. Valérie, comme vous le savez, Richard est le PDG opérationnel de Hart Logistique. Cependant, l'entreprise est détenue à 100% par le Betty Hart Revocable Trust. Les statuts du trust stipulent que la fiduciaire, Betty, peut révoquer tout dirigeant pour un motif valable, sans préavis.
Nous avons un motif valable, ai-je dit, en posant la clé USB avec les vidéos et les relevés bancaires sur le bureau. Détournement de fonds, confusion de patrimoine, turpitude morale. Excellent, a dit Henderson. Il a tapé une commande dans son ordinateur. Je révoque officiellement l'autorisation de signature de Richard sur tous les comptes de l'entreprise. Je gèle également les cartes de crédit de l'entreprise. Effectif maintenant. Il a appuyé sur Entrée. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Quelque part dans l'éther bancaire, une porte numérique venait de se refermer brutalement. Maintenant, les biens personnels, a dit Betty. L'acte de propriété de la maison est dans le trust, a confirmé Henderson. Richard et Valérie sont des locataires à volonté. Doris est une invitée. Nous pouvons émettre un avis de quitter les lieux immédiats. Essentiellement un avis d'expulsion, citant les activités illégales, la consommation de drogue, si ce vin que Glenda buvait n'était pas la seule chose. Ou simplement en mettant fin au bail. Faites-le, a dit Betty. Mais changez les serrures d'abord. Je ne veux pas qu'il revienne et casse tout. J'ai un serrurier sur mes contacts rapides, ai-je dit. Il me rejoint à la maison à 9h. Puis est venue la découverte qui a fait bouillir mon sang à nouveau. Valérie, a dit Henderson en fronçant les sourcils devant une feuille de calcul. Étiez-vous au courant de l'appartement en ville? Le logement de fonction? Non, ai-je dit. Nous n'avons pas de logement de fonction. Nos chauffeurs dorment dans leur cabine ou des motels. Richard a acheté un condo de 2 chambres dans le centre-ville de Chicago il y a 18 mois en utilisant les fonds de l'entreprise. Il est répertorié comme un actif, mais les factures de services publics sont au nom de Glenda Miller. J'ai fermé les yeux. Un condo. Il lui avait acheté un condo avec l'argent que j'avais économisé en changeant l'assurance de notre flotte. Saisissez-le, a ordonné Betty. Changez les serrures de celui-là aussi. Si elle a des vêtements là-bas, mettez-les sur le trottoir. En fait, ai-je dit, une idée me venant à l'esprit. Ne les mettez pas sur le trottoir. Donnez-les. Glenda déteste les friperies. Savoir que ses vêtements de marque sont portés par des gens ordinaires lui fera plus de mal que de les perdre. Betty a ri. J'aime ta façon de penser, ma fille. Nous avons passé les 3 heures suivantes à démanteler systématiquement la vie de Richard. Nous avons annulé son leasing de voiture, payé par l'entreprise. Nous avons annulé le forfait de téléphonie mobile familiale, payé par l'entreprise. Nous avons même annulé l'adhésion au country club. À 8 heures du matin, Richard Hart n'était plus un PDG, un propriétaire, ou un homme aisé. Il était un chômeur adultère de 50 ans, bloqué sur une île sans crédit. Une dernière chose, ai-je dit en regardant Henderson. La garde des actifs est claire. Mais qu'en est-il du divorce? Je veux déposer la demande aujourd'hui pour adultère. Nous pouvons déposer la demande, a dit Henderson. Mais l'Illinois est généralement un État sans faute. Cependant, étant donné la dissipation des biens matrimoniaux, le fait qu'il ait dépensé de l'argent pour Glenda, nous pouvons réclamer une plus grande part du pot restant. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux m'assurer qu'il n'obtient rien de moi. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur mon 401K, rien. Avec ses preuves vidéo, a dit Henderson en tapotant la clé USB. Il aura de la chance s'il n'est pas en prison pour fraude. Il ne demandera pas de pension alimentaire. Nous sommes sortis du bureau sous le soleil éclatant du matin. La tempête s'était complètement dissipée. L'air était vif. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Eh bien, a dit Betty en mettant ses lunettes de soleil. Il est 3 heures du matin à Hawaï. Ils vont bientôt se réveiller pour prendre le petit déjeuner ou peut-être un massage matinal. Pas sans une carte de crédit, ai-je dit en vérifiant ma montre. Le gel devrait atteindre le système de leur hôtel à peu près maintenant. Hawaï. Le Four Seasons Maui. Le paradis sur Terre. Sauf si vous êtes Richard Hart et que votre vie vient d'être supprimée à distance. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux le reconstituer parfaitement en me basant sur les messages vocaux et les textos frénétiques que j'ai reçus plus tard. C'était le soir à Hawaï. Richard, Glenda et Doris étaient au restaurant le plus cher de l'hôtel, Ferraroes. Ils avaient commandé du bœuf wagyu, du homard, et 3 bouteilles de Dom Pérignon. Ils célébraient leur fuite de la corvée de la maison. Célébraient le fait que j'étais coincé avec les tâches ménagères.
L'addition est arrivée. Elle s'élevait à plus de 5000 $. Richard, l'air bronzé et arrogant dans sa chemise en lin, a jeté l'Amex noire de l'entreprise sur le plateau sans même regarder le total. Gardez la monnaie, a-t-il probablement dit au serveur. 5 minutes plus tard, le serveur est revenu. Il ne souriait plus. Monsieur, la carte a été refusée. Impossible, aurait ricané Richard, assez fort pour que les autres tables l'entendent. C'est une carte noire. Repassez-la. Nous l'avons fait, monsieur. 3 fois. Elle indique contacter l'émetteur ou volé ou perdu. Richard a dû rire nerveusement. Ridicule. Glenda, chérie, donne-moi la carte supplémentaire. Glenda, agacée par l'interruption de son dessert, a sorti sa carte de son sac Louis Vuitton, achetée avec mon argent. Refusé. Maman, Richard s'est tourné vers Doris. Doris a cherché sa carte de débit. Celle liée au compte joint que Richard gérait. Refusé. À ce moment-là, le directeur était arrivé. Les gens les regardaient. L'illusion du riche magnate se brisait. Avez-vous une autre forme de paiement, monsieur, a demandé le directeur, la voix glaciale. Je dois passer un appel, a balbutié Richard. Il a sorti son téléphone pour appeler la banque. Pas de service. C'est quoi ce bordel, a-t-il marmonné. Mon téléphone est mort. Le mien aussi, a dit Glenda en regardant son écran. SOS seulement. Le Wi-Fi de l'hôtel, a dit Richard, la panique montant dans sa voix. Je vais utiliser le Wi-Fi. Il a réussi à se connecter au Wi-Fi et à appeler la banque via une application, mais il n'a pas pu joindre la ligne VIP car son numéro de compte n'était pas reconnu. Le directeur perdait patience. Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, nous devrons faire appel à la police. Non, pas de police, a hurlé Doris. Mon fils est un PDG. C'est un problème technique. Ils ont été escortés hors du restaurant, non pas vers leur suite avec vue sur l'océan, mais vers la réception. Monsieur Hart, a dit la réceptionniste en regardant son écran d'ordinateur. Nous avons reçu une notification de l'émetteur de la carte. Tous les frais futurs sont bloqués. Nous avons également essayé de débiter la chambre pour les nuits précédentes et la transaction a été rejetée. Nous avons besoin que vous régliez le solde impayé de 12 000 $ immédiatement. Ou nous devrons vous expulser. Nous expulser, a crié Glenda. Savez-vous qui nous sommes? Actuellement, vous êtes des intrus, a répondu la réceptionniste. Ils ont été mis dehors. L'hôtel a saisi leurs bagages en garantie jusqu'à ce que la facture soit payée. Imaginez la scène. Mon mari, ma sœur et ma belle-mère sur le trottoir d'un complexe 5 étoiles à Moï, à minuit. Richard dans sa chemise en lin. Glenda en talons. Doris serrant ses perles. Pas de voiture de location, annulée. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de chambre d'hôtel. De retour en Illinois, mon téléphone, que j'avais reconnecté, a commencé à s'illuminer d'appels d'un numéro inconnu. C'était un appel en PCV. D'une cabine téléphonique. Je l'ai regardé sonner. Tu vas répondre, a demandé Betty. Nous étions assises sur le porche à boire de la limonade fraîche, regardant le serrurier terminer la porte d'entrée. Laisse sonner, ai-je dit. Il a sonné encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Vous avez un appel en PCV de Richard. Valérie, décroche. Acceptez-vous les frais? A demandé l'opérateur automatisé. J'ai appuyé sur le bouton. Allô? Valérie, a hurlé Richard. Il avait l'air hystérique. Oh mon Dieu, enfin. Il y a un problème. Les cartes ne marchent pas. Les téléphones sont morts. On est à la rue. L'hôtel a volé nos sacs. Tu dois appeler la banque tout de suite et leur dire que c'est une erreur. Règle ça. Sa voix était un mélange de commandement et de supplication. Il pensait toujours qu'il était aux commandes. Il pensait toujours que j'étais sa solutionneuse de problèmes. Bonjour, Richard, ai-je dit calmement. Comment est le temps au paradis? Arrête tes conneries. On est coincé. Fais un virement à Western Union. Maintenant. Je ne peux pas faire ça, Richard, ai-je dit en prenant une gorgée de limonade. Pourquoi pas? Tu es incompétente. Non, ai-je dit.
Je ne suis pas incompétente. Je suis la nouvelle PDG de Hart Logistique, et la politique de l'entreprise interdit strictement de financer des vacances non autorisées pour des non-employés. Aussi, grand-mère te dit bonjour. Il y eut un silence si profond à l'autre bout du fil que j'ai cru que la ligne était coupée. Quoi, a-t-il murmuré. Grand-mère. Bonjour, Richie, a dit Betty en se penchant vers le téléphone. J'espère que tu aimes dormir sur la plage. Le sable s'infiltre partout, n'est-ce pas? Grand-mère? Tu parles? Oui, a dit Betty. Et j'ai annulé vos billets de retour. Vous pouvez rentrer à la nage. J'ai raccroché. Le serrurier s'est approché, me tendant un jeu de clés neuves et brillantes. C'est fait, madame. Personne n'entrera ici à moins que vous ne le vouliez. J'ai tenu la nouvelle clé dans ma main. Elle me procurait une meilleure sensation que n'importe quelle bague en diamant que Richard m'avait jamais offerte. Alors, a dit Betty en regardant le coucher de soleil. Ils sont bloqués à 6000 km avec pas un sou. Yep, ai-je souri. Ils finiront par trouver une solution, a prévenu Betty. Glenda est pleine de ressources quand elle est désespérée. Ils reviendront. Je sais, ai-je dit, mes yeux se plissant. Et quand ils reviendront, le vrai spectacle commencera. Pendant que mon mari et ma sœur étaient bloqués dans un aéroport hawaïen, dormant sur des chaises en plastique dur et suppliant des étrangers pour des points d'accès Wi-Fi, j'étais de retour en Illinois, engagé dans l'acte de soins personnels le plus violent que j'ai jamais tenté. Nous l'avons appelé la purge. Il ne s'agissait pas seulement de changer les serrures. Il s'agissait d'exorciser un démon. Betty et moi avions engagé un serrurier moins d'une heure après l'appel, mais après son départ, le silence de la maison semblait pesant. Il était rempli des fantômes de ma stupidité. Partout où je regardais, je voyais des rappels de mon aveuglement. J'ai commencé par la chambre d'amis. C'était la pièce que Glenda avait revendiquée comme son sanctuaire il y a 3 semaines. Elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'un endroit pour guérir après sa rupture. Entrer dans cette pièce maintenant, sachant ce qu'elle avait fait, l'air semblait épais et suffocant. Ça sentait elle, un mélange écœurant de parfums chers à la vanille et de vin blanc éventé. J'ai commencé à vider la pièce. Je n'ai rien plié. Je n'ai rien organisé. J'ai pris des brassées de ses vêtements, les jeans de marque que je lui avais achetés pour son anniversaire, les chemisiers en soie qu'elle avait empruntés dans mon placard et jamais rendus, et je les ai fourrés dans des sacs poubelles noirs et résistants. J'ai trouvé mon pull en cachemire, celui que j'avais cherché tout l'hiver, roulé en boule dans un coin du placard, taché de ce qui ressemblait à du café et du rouge à lèvres. Je n'ai même pas essayé de le nettoyer. Je l'ai jeté à la poubelle. Il était contaminé. Tout ce qu'elle touchait me semblait contaminé. Alors que je débarrassais la table de chevet, balayant ces produits de soins de la peau coûteux dans une boîte pour les donner, ma main a heurté quelque chose de dur sous une pile de magazines de mode. C'était son iPad. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je savais que je ne devrais pas regarder. Je savais que ça ne ferait que me blesser. Mais la rage est un carburant puissant, et la curiosité en est l'étincelle. J'ai appuyé sur le bouton d'accueil. Il n'était pas verrouillé. Bien sûr que non. Glenda était si arrogante, si sûre de sa place d'enfant en or, qu'elle n'avait jamais pensé avoir besoin d'un mot de passe dans une maison qu'elle considérait comme son royaume personnel. J'ai ouvert l'application de messagerie. J'ai vu la conversation avec Richie Amour. J'ai remonté le fil, pas seulement des semaines, mais des années. J'ai vu un message d'il y a 2 ans. Glenda, elle refait cet horrible pain de viande. Je peux le sentir depuis l'allée. Ça me donne envie de vomir. Richard, souris et mange, bébé. On a besoin qu'elle soit heureuse pour qu'elle signe les papiers de refinancement de l'entrepôt. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Le pain de viande. Richard m'avait toujours dit que c'était son plat préféré. Il le demandait spécifiquement. Il utilisait ma cuisine, mon acte d'amour, comme une tactique de manipulation. J'ai continué à faire défiler. La trahison allait plus loin que le sexe. C'était un assassinat complet de ma personne. Glenda, Valérie se promène avec ses horribles chaussures orthopédiques comme si c'était une martyre. C'est pathétique. Elle se prend vraiment pour la PDG. Richard, elle est juste une secrétaire glorifiée, Richie. C'est une secrétaire utile.
Une fois que la vieille bique aura enfin cassé sa pipe et que le trust sera débloqué, on pourra divorcer. On lui offrira une compensation pour la faire taire. Peut-être lui acheter un tchat. Ils avaient planifié mon avenir. Un avenir solitaire avec un chat et une compensation payée avec mon propre argent. Puis j'ai trouvé l'application de journal intime. Glenda tenait un journal numérique. Entrée du 2 novembre, Doris est enfin de notre côté. Elle est d'accord pour dire que Valérie est stérile et inutile. Elle veut des petits-enfants. Je lui ai dit que je pourrais être enceinte juste pour l'exciter. Je ne le suis pas, évidemment, mais voir la vieille chouette me chouchouter tout en ignorant Valérie était délicieux. Valérie avait l'air sur le point de pleurer quand Doris lui a demandé pourquoi elle n'arrivait pas à mener une grossesse à terme. Mon Dieu, c'est si facile de la briser. J'ai laissé tomber l'iPad sur le lit. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'infertilité, la fausse couche que j'avais eue il y a 5 ans. Doris en avait parlé constamment, utilisant ma douleur comme une arme. Et voici la preuve. Glenda lui avait fourni les munitions. Glenda avait menti sur une grossesse juste pour retourner le couteau dans ma plaie. Je me suis assise par terre, entourée de sacs poubelles. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'avais épuisé mes larmes. À la place, une résolution froide et dure s'est installée en moi. C'était un sentiment effrayant. C'était la mort de l'empathie. J'ai repris l'iPad. Je n'ai pas seulement lu. J'ai documenté. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque insulte, chaque aveu de vol, chaque complot pour frauder l'entreprise. Je me les suis envoyés par email. Je les ai envoyés à Monsieur Henderson, l'avocat. Je les ai sauvegardés sur un cloud auquel Richard ne pouvait pas accéder. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre principale. Ma chambre, le lit que je partageais avec Richard. J'ai enlevé les draps. J'ai traîné le matelas hors du sommier. J'ai appelé les déménageurs que j'avais engagés pour vider les meubles. Emmenez ça à la décharge, ai-je dit en désignant le matelas. Madame, il a l'air tout neuf, a dit le déménageur. Il est infesté, ai-je dit, ma voix plate. De serpents. J'ai passé le reste de la nuit à frotter. J'ai frotté les sols jusqu'à ce que mes genoux soient meurtris. J'ai blanchi les salles de bain. Je voulais laver leur ADN des fibres de ma maison. À 3 heures du matin, la maison sentait l'eau de javel et le citron. Elle était vide de leur désordre. La collection de poupées en porcelaine flippante de Doris était dans des boîtes dans le garage. Les clubs de golf de Richard étaient en vente sur Craigslist, gratuitement. Betty est sortie de sa chambre, s'appuyant sur sa canne, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle aimait l'effet dramatique. « Tu as oublié un endroit », a-t-elle dit en désignant une photo encadrée sur le manteau de la cheminée. C'était une photo de moi, Richard et Glenda à un barbecue, tous souriants. Je me suis approché, j'ai pris le cadre et j'ai retiré la photo. Je l'ai déchirée en deux, me séparant d'eux. J'ai jeté leur moitié à la poubelle et j'ai remis ma moitié dans le cadre. Mieux, a dit Betty. Maintenant, va dormir. Les rats rentrent à la maison demain et nous devons être prêtes à refermer le piège. Ils ne sont pas revenus discrètement. Je savais qu'ils ne le feraient pas. Les narcissiques n'acceptent pas la défaite. Ils la voient comme une déclaration de guerre. C'était un mardi après-midi quand le taxi s'est arrêté. Un vieux taxi jaune délabré, pas le Uber Black sur lequel Richard insistait habituellement. Il devait être vraiment à sec. J'observais depuis la fenêtre du salon, caché derrière les rideaux. Betty était assise dans son fauteuil, sirotant son thé, l'air d'un général passant ses troupes en revue. J'avais engagé la sécurité. 2 policiers en civil, Mike et Tony, étaient garés dans une voiture banalisée au bout de l'allée. Je ne prenais aucun risque avec le tempérament de Richard. Les portières se sont ouvertes. En est sortie la Sainte Trinité, l'air d'avoir été mâché et recraché par l'univers. Richard portait la même chemise en lin qu'à son départ, maintenant tachée de sueur et froissée au-delà de toute reconnaissance. Il ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Glenda avait l'air encore pire. Ses cheveux, habituellement un brushing blond parfait, étaient un nid d'oiseau crépus. Elle portait des tongs et un t-shirt de touriste sur lequel était écrit « Aloha » en lettres craquelées. Doris semblait frêle et terrifiée, s'accrochant au bras de Richard. Ils ont traîné leurs bagages dans l'allée. Ils ne savaient pas encore pour les serrures.
Il ne savait pas pour la police. Il pensait juste rentrer à la maison pour me crier dessus et rétablir leur domination. J'ai entendu la clé gratter contre la serrure, puis le cliquetis, puis le secouement violent. C'est quoi ce bordel, ai-je entendu Richard marmonner. Il a réessayé. Il a cogné son épaule contre le bois. Valérie, ouvre cette foutue porte. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la lourde chaîne de sécurité enclenchée. J'ai regardé par la fente. Bienvenue à la maison, ai-je dit, ma voix dénuée de chaleur. Je vois que vous êtes rentré du paradis. Ouvre la porte, psychopathe. A hurlé Richard, son visage virant au rouge violent. Ma clé ne marche pas. Tu as changé les serrures? Je vais te poursuivre en justice. Tu peux essayer, ai-je dit. Mais comme la maison est dans le trust de Betty Hart et que la fiduciaire vous a expulsé, vous êtes techniquement en train de violer une propriété. J'habite ici, a gémi Doris, passant son visage dans l'entrebâillement. Je suis une vieille femme. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai mes médicaments pour le cœur à l'intérieur. Vos médicaments sont dans une boîte sur le porche, Doris, ai-je dit en désignant une boîte en carton que j'avais laissée dehors avec une liste de motels locaux. Glenda s'est avancée. Elle a essayé de jouer la carte de la victime, celle qu'elle avait utilisée sur moi pendant 40 ans. Elle a pris son air larmoyant et ses yeux écarquillés. Valérie, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. On a dormi dans un aéroport. On n'a pas mangé. Maman est malade. On ne peut pas juste entrer, prendre une douche, et en parler? On est une famille. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, on peut arranger ça. Laisse juste ta petite sœur entrer. C'était une leçon de maître en manipulation. Une semaine plus tôt, j'aurais cédé. J'aurais ouvert la porte, leur aurais préparé de la soupe, et me serais excusé d'être contrarié. Mais je me suis souvenu du journal. Valérie ressemble à une patate. J'ai menti sur la grossesse pour la briser. Ma sœur est morte, ai-je dit froidement. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ressemblez à une femme qui a couché avec mon mari et volé mon argent. Salope, le masque de Glenda est tombé instantanément. Son visage s'est tordu en un grognement. Salope jalouse, stérile et moche. Tu as toujours été jalouse de moi. C'est pour ça que tu fais ça. Tu sais que Richard m'aime. Il n'est resté avec toi que pour l'argent. Et maintenant, j'ai l'argent, ai-je souri. Et il a, eh bien, il t'atoie. Bonne chance avec ça. Richard a perdu le contrôle. Il a ramassé un lourd nain de jardin sur le porche, un que Doris adorait, et l'a fracassé contre la fenêtre à côté de la porte. Le verre a volé en éclats. Il a passé la main à l'intérieur pour déverrouiller le pêne dormant. Ça suffit, ai-je crié. J'ai fait signe à Mike et Tony. La voiture banalisée a remonté l'allée en trombe. Les deux officiers en sont sortis, les mains sur leurs étuis. Éloignez-vous de la porte, a ordonné Tony. Mettez vos mains où je peux les voir. Richard s'est figé, ses mains encore coupées et saignantes à cause du verre de la fenêtre. Officier, Dieu merci. Cette femme m'a enfermé hors de ma propre maison. Elle retient ma grand-mère en otage. Arrêtez-la. Il a essayé de retourner la situation instantanément. C'était stupéfiant à voir. Nous avons une ordonnance restrictive à votre encontre, Monsieur Hart, a dit Mike en sortant les menottes. Et nous venons de vous voir tenter une effraction. Retournez-vous. Quoi? Non. Je suis le propriétaire de cette maison. A hurlé Richard alors qu'on le plaquait contre le revêtement de la maison. En fait, non, la voix de Betty a retenti. Betty a ouvert la porte en grand. Elle est sortie sur le porche, impeccable dans un tailleur bleu marine. Elle n'avait pas l'air frêle. Elle avait l'air d'une reine exécutant un paysan. Grand-mère. A haleté Richard, le visage pressé contre le revêtement en vinyle. Aide-moi. Valérie t'a lavé le cerveau. Valérie m'a ouvert les yeux, Richard, a dit Betty. Je porte plainte pour les dommages à la fenêtre et pour la tentative de vol des fonds de mon entreprise. Doris s'est mise à crier. Mon fils, ne touchez pas à mon fils. Betty, comment as-tu pu? On s'est occupé de toi. Vous m'avez drogué, Doris, a dit Betty, sa voix tranchant le bruit. J'ai trouvé les benzodiazépines dans ta table de chevet. La police les a maintenant.
Doris a fermé la bouche si vite que ses dents ont claqué. Ils ont arrêté Richard pour vandalisme et violation d'une ordonnance de protection que M. Henderson avait déposée en référé ce matin-là. Ils l'ont traîné jusqu'à la voiture de patrouille, lui qui donnait des coups de pied et criait sur ses droits. Glenda et Doris sont restés sur l'allée avec leur sac de bagages en plastique. Vous avez 5 minutes pour quitter la propriété avant que je vous arrête pour violation de propriété, vous aussi, leur a dit Tony. Glenda m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure et sans mélange. Ce n'est pas fini, Valérie, a-t-elle sifflé. Je vais te ruiner. Je vais dire à tout le monde ce que tu es vraiment. Fais-le, ai-je dit. J'ai les preuves, Glenda. Et toi? Elle a attrapé le bras de Doris et l'a traîné dans l'allée. Elles ont descendu la rue, deux silhouettes devenant de plus en plus petites, quittant ma vie pour de bon. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin tenu bon. Eh bien, a dit Betty en regardant la fenêtre cassée. Je n'ai jamais aimé ce nain de toute façon. Je pensais que voir Richard menotter serait la fin. J'étais naïve. J'ai sous-estimé le désespoir d'un narcissique qui a perdu sa source d'approvisionnement. 2 jours après l'arrestation, Richard a payé sa caution. Je ne sais pas comment, probablement un usurier ou un ami stupide, mais il était dehors et il a directement choisi l'option nucléaire. J'étais à la maison, en réunion avec un entrepreneur pour réparer la fenêtre et installer un nouveau système de sécurité high-tech, quand la sonnette a retenti. Devant la porte se tenaient 2 femmes à l'air sévère avec des porte-blocs et des badges. Valérie Hart a demandé la plus grande. Oui. Je suis l'agent Miller et voici l'agent Lewis des services de protection des adultes. Nous avons reçu un signalement crédible de maltraitance de personnes âgées, d'exploitation financière et de séquestration illégale concernant Elizabeth Hart. Nous devons entrer. Mon estomac s'est noué. C'était le coup de Richard. Il utilisait le système contre moi. Il savait qu'une enquête des SPA gèlerait tout. Les comptes en banque, l'ordonnance restrictive, ma crédibilité. Qui a fait le signalement, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Nous ne pouvons pas le divulguer, a dit l'agent Miller en passant devant moi. Où est Madame Hart? Elle est dans la cuisine en train de déjeuner, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Mais c'est une erreur. Mon mari est en colère parce que nous avons demandé le divorce et l'expulsion. Nous le déterminerons, a dit froidement l'agent Lewis. Nous devons parler à Betty seule. Vous devez quitter la pièce. Je suis allé dans le jardin, faisant les 100 pas, frénétiques. J'ai appelé Monsieur Henderson. Ils sont là, Arthur, ai-je murmuré au téléphone. Les SPA. Richard les a appelés. Et s'il le croit? Et s'il pense que je la manipule? Elle a 86 ans. Si elle oublie une date ou est confuse, il pourrait l'emmener. Calmez-vous, Valérie, a dit Henderson. Betty est vive d'esprit. Elle s'est préparée à cela. Laissez-la simplement parler. À l'intérieur de la cuisine, l'interrogatoire avait lieu. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu l'agent Miller pointer le frigo, vérifiant la nourriture. Elle regardait les bras de Betty, cherchant des ecchymoses. 20 minutes se sont écoulées. Cela m'a semblé 20 ans. Finalement, la porte arrière s'est ouverte. Betty se tenait là, souriant malicieusement. Tu peux entrer maintenant, Valérie. Je suis retourné dans la cuisine. Les 2 agents avaient l'air déconcertés. Tout va bien, ai-je demandé. L'agent Miller s'est éclairci la gorge. Madame Hart semble être extrêmement consciente. Elle nous a fait un exposé sur l'histoire de la réserve fédérale, a marmonné l'agent Lewis, l'air épuisé. Et elle nous a montré ses mots croisés quotidiens. Remplis à l'encre. Cependant, a dit l'agent Miller, son visage se durcissant à nouveau. Le rapport contient des allégations spécifiques sur l'hygiène et les médicaments. Nous devons inspecter ces quartiers. Elles sont allées dans la chambre de Betty. C'était impeccable. Mais ensuite, l'agent Lewis a ouvert l'armoire à pharmacie dans la salle de bain des invités, celle que Richard utilisait. Nous avons trouvé ça, a-t-elle dit, tenant une bouteille de pilule. Olanzapine, un antipsychotique. Ce n'est pas prescrit à Betty. Mon cœur s'est arrêté. Richard devait les avoir plantés avant de partir. Ou peut-être qu'il les utilisait sur elle depuis le début. Ce n'est pas à moi,
ai-je dit. C'est à Richard. Il n'y a pas d'étiquette, a noté l'agent Miller. C'est suspect. Si vous la droguez pour la garder docile. Vérifiez les empreintes digitales, a claqué Betty. J'exige que vous mettiez ça sous scellé comme preuve et que vous vérifiez les empreintes. Vous trouverez les empreintes grasses de Richard partout dessus. Et pendant que vous y êtes, vérifiez le rapport toxicologique de mon médecin de la semaine dernière. Il est clean. Si j'étais drogué. Ça se verrait. Betty a sorti un dossier de son sac à main, elle le transportait partout maintenant, et a claqué un rapport médical sur la table. Dr Iris, neurologue certifié, a lu Betty. La patiente est alerte, orientée X4, et exempte de toute substance sédative. Date, 24 octobre. Les agents ont regardé le papier. Elles ont regardé les pilules. Elles ont regardé Betty, qui tapait du pied avec impatience. Il semble que le rapport que nous avons reçu ait pu être une mesure de rétorsion, a admis l'agent Miller, sa posture s'adoucissant. Rétorsion, a ri Betty. C'était un acte de guerre d'un homme désespéré qui est furieux que je lui ai coupé les vivres. Maintenant, à moins que vous ne vouliez le poursuivre pour faux signalement, je vous suggère de nous laisser finir notre déjeuner. Les agents sont partis en s'excusant. Je me suis effondré sur une chaise, tremblante. C'était trop juste. Si tu n'étais pas allé chez le médecin. Je t'ai dit que j'ai 3 coups d'avance, a dit Betty. Mais Richard a fait une erreur. Il a essayé de nous accuser de le droguer, mais il a laissé sa propre réserve derrière lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces pilules, a dit Betty sombrement. Elles n'étaient pas pour moi. Je l'ai vu en prendre quelques fois, ou les écraser. Je soupçonne qu'il prévoyait de les utiliser sur toi si jamais tu devenais trop difficile. Le sang a quitté mon visage. Sur moi. Pourquoi penses-tu que tu étais toujours si fatiguée, Valérie? Pourquoi penses-tu que tu avais ce brouillard cérébral l'année dernière qui t'a fait quitter le club de lecture? J'ai repensé. Les maux de tête, la fatigue. Les jours où je ne pouvais pas sortir du lit et où Richard m'apportait un thé spécial. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Il m'empoisonnait. Il te maintenait docile, a corrigé Betty. La manipulation psychologique n'est pas seulement psychologique, ma chérie. Parfois, elle est chimique. Cette révélation a tout changé. Ce n'était plus seulement un mauvais mariage. C'était une histoire de survie. J'avais vécu avec un prédateur qui démantelait lentement mon esprit et mon corps pour que son distributeur automatique continue de fonctionner. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables maintenant. Le brouillard cérébral avait disparu depuis son départ. Il doit aller en prison, ai-je dit. Pas seulement pour fraude. Pour ça. Il ira, a promis Betty. Mais d'abord, nous devons survivre au reste de sa famille. Tes parents convoquent une réunion de famille à l'église demain. Ils ont rallié le pasteur. Le pasteur, ai-je gémi. Oui. Ils vont tenter une sorte d'exorcisme, une intervention pour sauver ton âme de la cupidité. Laisse-les essayer, ai-je dit en me levant. J'ai quelques confessions à faire à la congrégation. La réunion de famille était prévue pour le mercredi soir à l'église communautaire Grèce. Mes parents, dans leur infinie sagesse et malice, avaient convaincu le pasteur Stevens que je faisais une dépression nerveuse induite par la cupidité et la jalousie, et que j'avais besoin de conseils spirituels pour retourner au bercail, c'est-à-dire redevenir leur paillasson. J'ai failli ne pas y aller. Mais Betty a insisté. Si tu ne les affrontes pas, ils contrôlent le récit. Tu dois y aller et réduire ce récit en cendres. Alors je suis entré dans le sous-sol de l'église. Ça sentait le café rassis et le jugement. Mes parents étaient là, assis en cercle sur des chaises pliantes. Glenda était là, l'air théâtralement pâle, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Richard n'était pas autorisé, ordonnance restrictive, mais sa présence flottait dans la pièce comme une mauvaise odeur. Le pasteur Stevens était assis en tête, l'air solennel. Valérie, a dit ma mère, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. Merci d'être venue. Nous voulons juste t'aider. M'aider à quoi, ai-je demandé, en restant debout. M'aider à signer un chèque? Valérie, s'il te plaît, a dit doucement le pasteur Stevens. Ta famille s'inquiète. Ils disent que tu es devenue vindicative, que tu as abandonné ta sœur dans le besoin et que tu as rejeté ton mari pour un malentendu.
Un malentendu, j'ai ri, un son sec et amer. C'est comme ça qu'on appelle l'adultère et le détournement de fonds maintenant? Un malentendu? Les hommes font des erreurs, a grommelé mon père. Richard est désolé. Il veut rentrer à la maison. La Bible dit que les femmes doivent se soumettre à leur mari et pardonner. La Bible dit-elle que les maris doivent coucher avec la sœur de leur femme, ai-je demandé, en regardant directement Glenda. Glenda a fondu en larmes. Tu vois, elle est obsédée. Ce n'était pas comme ça. On se réconfortait juste parce que Valérie est si froide. Elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, pasteur. Elle est stérile. Richard se sentait seul. La pièce est devenue silencieuse. Mon infertilité. La blessure la plus profonde et la plus douloureuse de ma vie. Glenda venait de la rouvrir devant le pasteur pour justifier sa trahison. Tu ne pouvais pas lui donner une famille, a renchéri ma mère en hochant la tête. C'est dur pour un homme, Valérie. Tu dois comprendre ses besoins biologiques. Glenda, eh bien, Glenda est fertile. Elle pensait porter un enfant pour vous deux. C'était un acte d'amour, en réalité. Ma mâchoire est tombée. La manipulation était si intense, si perverse. J'ai eu le vertige. Il réécrivait l'histoire pour faire de la liaison une tentative de gestation pour autrui tordu. Un acte d'amour, ai-je murmuré. Coucher avec mon mari dans mon dos pendant 2 ans était un acte d'amour? On allait te le dire, a gémi Glenda. On voulait te faire la surprise. J'ai regardé le pasteur Stevens. À son crédit, il avait l'air horrifié. Il regardait Glenda, puis ma mère, réalisant le niveau de folie dans lequel il s'était embarqué. J'ai le journal, Glenda, ai-je dit doucement. Quoi, Glenda s'est figée. J'ai ton iPad. J'ai sorti les captures d'écran imprimées de mon sac. J'ai l'entrée où tu te moques de ma fausse couche. Où tu me traites de vache tarie. Où tu ris d'avoir réussi à me faire payer ton avortement il y a 3 ans. Celui que tu m'avais dit être une appendicectomie. J'ai jeté les papiers sur la table basse au centre du cercle. Lisez, pasteur, ai-je dit. Lisez cet acte d'amour. Le pasteur Stevens a ramassé les papiers. Ses yeux se sont écarquillés en parcourant les mots vulgaires et haineux que Glenda avait écrits. C'est, a-t-il balbutié. C'est ignoble. C'est faux, a hurlé Glenda en se jetant sur les papiers. Elle les a photoshopés. C'est horodaté, ai-je dit, et sauvegardé sur le cloud. Je me suis tourné vers mes parents. Et toi, ai-je dit en pointant ma mère du doigt. J'ai trouvé le texto où tu disais à Glenda de garder Richard heureux pour qu'il ne coupe pas l'argent pour les mensualités de la voiture de papa. Tu as prostitué ta propre fille. Tu l'as encouragé à détruire mon mariage parce que tu avais peur de perdre ton gagne-pain. Le visage de ma mère est devenu blanc. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. C'est dans la transcription, maman. Page 4. J'ai regardé mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait ses chaussures, un lâche jusqu'au bout. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être la fille que vous vouliez, ai-je dit, ma voix tremblant d'émotion libérée. J'ai eu les notes. J'ai eu le travail. J'ai payé les factures. J'ai réparé les pots cassés. Mais ça n'a jamais été assez, parce que vous ne vouliez pas d'une fille. Vous vouliez une servante. Et vous aimiez Glenda parce qu'elle était comme vous. Égoïste, vide et cruelle. Tu n'es plus ma fille. A hurlé ma mère en se levant, son masque d'inquiétude se brisant en pure rage. Tu es morte pour nous. Si tu ne partages pas cet argent, tu n'es rien. Je préfère n'être rien que d'être vous, ai-je dit. Je me suis tourné vers le pasteur. Je pense que nous avons terminé ici, pasteur. Sauf si vous avez un sermon sur la façon d'exorciser les parasites. Je suis sorti du sous-sol de l'église. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Je me sentais plus légère que je ne l'avais jamais été. Le cordon n'était pas seulement coupé. J'avais brûlé les ponts. Et la lumière des flammes me guidait sur le chemin du retour. Je suis monté dans ma voiture. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Betty. Tu leur as fait voir de toutes les couleurs? J'ai souri et j'ai tapé en retour. Je leur ai donné la vérité. Ça a brûlé encore plus fort. La famille étant officiellement coupée, je pensais que le pire était passé. Mais Richard,
désespéré et acculé, a réussi à trouver un avocat prêt à jouer sale. Saul Jenkins, le requin des centres commerciaux, a déposé une requête qui m'a laissé sans voix. Il a demandé un gel d'urgence de mes comptes personnels, affirmant que j'avais confondu les biens matrimoniaux avec le trust de Betty Hart et que je cachais des millions sur des comptes offshore. C'était un mensonge, bien sûr, mais dans le monde juridique, un mensonge peut geler votre vie pendant des semaines pendant que le tribunal démêle l'affaire. Je suis allé à l'épicerie pour acheter de la farine pour la cuisine d'essai. Je m'entraînais aux recettes de la boulangerie que je rêvais d'ouvrir, et ma carte de débit a été refusée. Fonds insuffisant, a dit la caissière. J'ai vérifié mon application. Solde nul. Gelé par ordonnance du tribunal. J'ai appelé Henderson en panique. Arthur, je ne peux pas acheter de nourriture. Ils ont tout gelé. Même le compte auquel Betty m'a donné accès. Jenkins joue un jeu dangereux, a dit Henderson, la voix tendue. Il prétend que vous avez détourné des fonds de l'entreprise pour cacher de l'argent à Richard. C'est de la projection, évidemment, mais il a obtenu d'un juge une ordonnance restrictive temporaire sur les actifs jusqu'à l'audience de vendredi. Qu'est-ce que je fais? J'ai des factures à payer. Je dois payer l'entrepreneur pour le système de sécurité. Tenez bon, a dit Henderson. Nous réglerons ça vendredi. Mais il faut que je trouve quelque chose. Richard est confiant. Trop confiant. Il pense qu'il a un moyen de pression. J'ai besoin que vous creusiez plus profondément. Y a-t-il quelque chose qu'il a caché? Quelque chose que nous avons manqué? Je suis retourné à la maison. Je me suis assise dans le bureau de Richard, fixant les étagères vides. Nous avions tout vidé. Qu'aurais-je pu manquer? Betty est entrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est en train de gagner, Betty. Il a gelé mon argent. Il va me saigner à blanc avec les frais de justice. Il ne gagne pas, a dit Betty. Il bluffe. Réfléchis, Valérie. Richard est paresseux. Il ne cache pas bien les choses. Où gardait-il ces trucs amusants? Le garage, ai-je dit. Il était toujours dans le garage à travailler sur cette vieille Mustang qu'il n'a jamais réparée. J'ai couru au garage. La Mustang était partie, vendue ou saisie, mais l'établi était là. J'ai ouvert les tiroirs, juste des outils, des chiffons huilés. J'ai regardé le mur. Il y avait un panneau perforé pour les outils. Il semblait légèrement inégal. J'ai tiré le panneau. Il s'est détaché. Derrière, il y avait un coffre-fort mural. Bingo, ai-je murmuré. Je n'avais pas la combinaison, mais je connaissais Richard. C'était un narcissique. La combinaison le concernerait. Son anniversaire? Non. Le jour où il est devenu PDG? Peut-être. J'ai essayé l'anniversaire de Glenda. Clic, 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 erreur. J'ai essayé son numéro de sécurité sociale. Erreur. Puis j'ai pensé au jour qu'il m'avait dit être le plus heureux de sa vie. Pas le jour de notre mariage. Le jour où il a acheté son bateau. Le bateau qu'il avait dû vendre il y a 2 ans. 0512 clic. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait un registre manuscrit, et une pile de clés USB. J'ai ouvert le registre. C'était un relevé de dettes de jeu, mais pas seulement du poker. Richard était impliqué dans quelque chose de plus sombre. Il blanchissait de l'argent via l'entreprise de logistique pour un bookmaker local. Entrée 4 juin, nettoyer $10 000 pour salle. Commission $1000. Entrée 12 août, passer $50 000 via les surcharges de carburant. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas seulement du détournement de fonds. C'était un crime fédéral. Si j'étais resté marié à lui, si j'avais signé ses déclarations d'impôts aveuglément, j'aurais été une complice. Il m'avait exposé à une peine de prison. Et puis j'ai trouvé le dossier marqué « Valérie, assurance ». Je l'ai ouvert. Il contenait des photos. Des photos de moi en train de dormir. Des photos de moi sous la douche prise à travers une fente dans la porte. Et de faux emails. Des emails qu'il avait rédigés mais jamais envoyés, faisant croire que c'était moi qui blanchissais l'argent. Il m'avait piégé. Il avait mis en place une piste papier pour me faire porter le chapeau de ses crimes s'il se faisait prendre. Ce fils de,
a murmuré Betty, regardant par-dessus mon épaule. Il ne se contentait pas de t'utiliser. Il te préparait à être son bouc émissaire. Ce n'est pas un mari, ai-je dit en claquant la porte du coffre. C'est un monstre. Nous avons immédiatement apporté le registre à Henderson. Quand Henderson a vu les registres de blanchiment d'argent, son visage est devenu pâle, puis s'est fendu d'un sourire de requin. Ça change tout, a dit Henderson. Ce n'est plus le tribunal des affaires familiales. C'est le territoire du FBI. Appelez-les, ai-je dit. Je veux qu'ils disparaissent. Si nous remettons ça, a prévenu Henderson, les actifs de l'entreprise pourraient être saisis comme preuve. Vous pourriez perdre le capital de l'entreprise. Je m'en fiche, ai-je dit. Je ne veux pas de son argent sale. Je veux récupérer ma vie. Je veux qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à une autre femme. Faites-le. Brûlez tout, a approuvé Betty. Henderson a passé l'appel. L'audience de vendredi n'était pas une audience. C'était une embuscade. Richard est entré dans le tribunal l'air suffisant. Il pensait m'avoir dans les cordes. Il m'a fait un clin d'œil. Puis les portes du fond de la salle d'audience se sont ouvertes. 4 agents en coupe-vent marqués, FBI, sont entrés. La suffisance de Richard a disparu. Il a regardé Jenkins. Jenkins avait l'air confus. L'agent principal s'est approché de la table du demandeur. Richard Hart? Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude électronique et complot. Vous avez le droit de garder le silence. Richard s'est levé, renversant sa chaise. Quoi? Non, c'est elle qui l'a fait. C'est son entreprise. C'est Valérie qui l'a fait. Nous avons votre registre, monsieur Hart, a dit l'agent en le menottant. Et l'écriture correspond à la vôtre. Nous avons aussi le témoignage de Sal, que nous avons arrêté il y a 1 heure. Richard a hurlé pendant qu'on le traînait dehors. Il a hurlé mon nom. Il a hurlé le nom de Glenda. Il a hurlé pour sa mère, mais personne n'a répondu. Je suis resté assise dans la salle d'audience, regardant l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans être emmené comme un criminel ordinaire. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un soulagement profond et épuisant. Le monstre était en cage. Le juge a immédiatement levé le gel de mes actifs. Je suis sorti du palais de justice sous le soleil. Eh bien, a dit Betty en ajustant son chapeau. C'était spectaculaire. Qui veut une glace? Avec Richard en détention fédérale, en attente de son procès, libération sous caution refusée en raison du risque de fuite et de l'incident d'Hawaï, la plus grande menace était neutralisée. Mais les serpents ont des têtes qui mordent même après qu'on les a coupés. Glenda était toujours là. Elle vivait dans un motel bon marché en périphérie de la ville, financé, dit-on, par la vente des bijoux qu'elle avait volés à Doris. Justice ironique. Elle était furieuse. Elle me blâmait pour l'arrestation de Richard. Elle me blâmait pour sa situation de sans-abri. Je me concentrais sur la boulangerie. J'avais trouvé un local, un ancien moulin avec des murs en briques apparentes. Je mettais toute mon énergie dans les rénovations. C'était ma thérapie. 2 jours avant la grande ouverture de La Miette Dorée, je suis arrivé tôt à la boutique pour préparer la pâte. La vitrine était brisée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à l'intérieur. De la peinture rouge était éclaboussée partout. Sur les murs en briques, sur la coûteuse machine à expresso, sur la vitrine. Et sur le mur, tagué en lettres déchiquetées, voleuse. Stérile. Je suis resté au milieu des ruines. Mes chaussures crissaient sur le verre. L'odeur des vapeurs de peinture était écrasante. C'était mon rêve. J'avais tout mis là-dedans. Et en une nuit, Glenda avait essayé de le détruire. Je savais que c'était elle. Les insultes étaient sa signature. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'avais l'impression de ne pas pouvoir leur échapper. Peu importe à quel point je me battais, il continuait de me traîner dans la boue. Betty est arrivée 1 heure plus tard. Elle a vu le désordre. Elle m'a vu pleurer. Elle n'a pas offert de platitude vide. Elle n'a pas dit, ça va aller. Elle s'est approchée du mur, a trempé son doigt dans la peinture rouge humide, et l'a regardé. C'est à base d'eau, a-t-elle dit. Ça partira en frottant.
C'est ruiné, Betty, ai-je sangloté. L'ouverture est dans 2 jours. Je ne peux pas réparer ça. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Lève-toi, a dit sèchement Betty. J'ai levé les yeux. As-tu survécu à Richard qui t'empoisonnait, a-t-elle demandé. Oui. As-tu survécu à ta famille qui te rabaissait? Oui. As-tu survécu au FBI qui a fait une descente dans la vie de ton mari? Oui. Alors tu peux survivre à quelques graffitis. Lève-toi, Valérie. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des survivantes. Et les survivantes nettoient le désordre. Elle avait raison. J'ai appelé la police pour déposer une plainte. Puis j'ai appelé Mike et Tony, mon équipe de sécurité. Puis j'ai appelé les jeunes boulangers que j'avais embauchés. Nous avons une situation, leur ai-je dit. Si vous voulez un travail, venez maintenant. Apportez des brosses. Ils sont tous venus. 6 d'entre eux. Plus Monsieur Henderson. Plus l'entrepreneur. Nous avons passé les 48 heures suivantes à frotter. Nous avons repeint par-dessus les insultes. Nous avons remplacé la vitre. Nous avons transformé le désastre en un moment de cohésion. Pendant que nous nettoyions, la police a trouvé Glenda. Elle était stupide. Elle avait encore de la peinture rouge sur les mains quand ils ont frappé à la porte de son motel. Elle avait aussi le reçu de la bombe de peinture dans son sac à main. Elle a été arrêtée pour vandalisme qualifié et violation d'une ordonnance de protection. Je suis allé au poste de police pour faire ma déposition. Je l'ai vue dans la cellule de garde à vue en passant. Elle avait l'air sauvage, déséquilibrée. Tu m'as tout pris, a-t-elle hurlé en se jetant contre les barreaux. Ça aurait dû être à moi. Richard m'a choisi. Richard s'est choisi lui-même, Glenda, ai-je dit en m'arrêtant un instant. Et tu as choisi d'être sa complice. Tu n'as pas perdu à cause de moi. Tu as perdu parce que tu es une mauvaise personne. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. La grande ouverture a eu lieu comme prévu. C'était bondé. L'histoire de la boulangerie vandalisée avait fait les gros titres locaux, grâce à Betty qui l'avait divulgué, et la communauté s'est mobilisée en masse pour me soutenir. Madame Gable, la voisine qui m'avait jugé, est venue et a acheté une 12aine de croissants, s'excusant profusément. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Glenda a des problèmes. Profitez des croissants, Madame Gable, ai-je dit avec grâce. Le succès est la meilleure des vengeances. Je me tenais derrière le comptoir, couverte de farine, épuisée mais exaltée. J'ai regardé la file de gens. J'ai regardé Betty tenir salon à une table d'angle. J'avais construit ça sur les cendres de mon mariage. Sur les éclats de ma vitre brisée, j'avais construit quelque chose de beau. La vie a une drôle de façon de vous surprendre quand vous cessez de la forcer. Pendant 1 an, j'ai été une nonne. Je travaillais. Je dormais. Je m'occupais de Betty. Les hommes ne m'intéressaient pas. Richard avait détruit ma confiance en tout le genre masculin. Mais ensuite, il y a eu Marc. Marc était le fournisseur de café de la boulangerie. C'était un homme grand et calme, avec des rides du sourire autour des yeux et des mains rugueuses à force de travailler avec les machines à torréfier. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil comme Richard. Il conduisait un pick-up. Il portait du flanelle. Pendant des mois, nos conversations étaient strictement professionnelles. Facture, mélange de grains, délai de livraison. Mais un mardi pluvieux, il semble toujours pleuvoir les mardis dans ma vie, il est resté après la livraison. Vous avez l'air fatigué, Valérie, a-t-il dit. Je vais bien, ai-je répondu par réflexe. Juste l'inventaire. Asseyez-vous, a-t-il dit. Laissez-moi vous faire un café pour une fois. J'ai hésité, mais ses yeux étaient gentils, pas calculateurs, juste gentils. Je me suis assise. Il m'a fait un café filtre. Il s'est assis en face de moi. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit, avec votre ex. Les gens parlent. Je parie, ai-je soupiré. Pour ce que ça vaut, a dit Marc en regardant sa tasse. Je pense que vous êtes incroyable d'avoir traversé ça et d'avoir construit cet endroit. Il faut être solide. Je l'ai regardé, attendant le piège, attendant qu'il demande une réduction ou un prêt ou qu'il me dise comment gérer mon entreprise. Merci, ai-je dit.
J'ai des billets pour le match de baseball de samedi, a-t-il dit. Je sais que vous êtes occupé, mais si vous voulez crier sur un arbitre au lieu d'un four pendant quelques heures, ça me plairait. J'ai failli dire non. La peur était là. Et s'il était un autre Richard? Puis j'ai entendu la voix de Betty dans ma tête. L'ancienne Valérie est morte. J'aime le baseball, ai-je dit. Nous y sommes allés. C'était simple. Nous avons mangé des hot dogs. Nous avons applaudi. Il n'a pas regardé son téléphone une seule fois. Il n'a pas flirté avec la serveuse. Il m'a écouté parler de la fermentation de la levure pendant 20 minutes et a même posé des questions. C'était lent. Je ne l'ai pas laissé entrer chez moi avant 6 mois. Je ne l'ai pas présenté à Betty avant 8 mois. Quand il a finalement rencontré Betty, j'étais terrifié. Betty était la gardienne du temple. Marc lui a apporté des fleurs. Pas des roses rouges, mais des tournesols. Parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui aime le soleil, a-t-il dit. Betty l'a interrogé. Quelles sont vos intentions? Avez-vous des dettes? Jouez-vous au jeu d'argent? Marc a ri. Mon intention est de convaincre Valérie de prendre un jour de congé. Je n'ai aucune dette. Et je ne joue pas, sauf si l'on compte manger des sushis de station-service. Betty m'a regardé et a hoché la tête. Il fera l'affaire. Ce n'était pas une romance éclair. C'était un feu lent. C'était le baume guérisseur dont j'avais besoin. Marc m'a appris que l'amour n'est pas une question de grands gestes ou de voyage de cohésion d'équipe à Hawaï. C'est être présent. C'est être en sécurité. Une nuit, dans ses bras, je lui ai parlé de l'infertilité. La chose que Richard et Glenda avaient utilisée pour me détruire. Je ne peux pas te donner d'enfant, ai-je murmuré, attendant qu'il s'éloigne. Marc m'a embrassé le front. Valérie, je ne veux pas d'enfant. Je te veux toi. On peut avoir des chiens. On peut avoir une boulangerie. C'est suffisant. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré des larmes de joie. Pendant que ma vie s'élevait, celle de Richard s'effondrait. Le procès fédéral a été rapide. Les preuves étaient accablantes. Il a plaidé coupable pour éviter une peine de 20 ans. Il a eu 5 ans de prison fédérale plus des dommages et intérêts. Il a tout perdu. Le bateau qu'il aimait, saisi. La BMW, saisie. Sa collection de montres vintage vendues aux enchères pour rembourser le fisc. Mais la vraie punition n'était pas la prison. C'était l'insignifiance. Je suis allé à sa condamnation. J'avais besoin de le voir. Je me suis assise au dernier rang. Richard se tenait devant le juge en combinaison orange. Il avait l'air petit. Il avait perdu du poids. Ses cheveux grisonnaient. Il a regardé par-dessus son épaule et m'a vu. Ses yeux se sont illuminés une seconde. L'espoir. Pensait-il que j'étais là pour le sauver? Je l'ai juste regardé, sans expression. Monsieur Hart, a dit le juge, votre cupidité était sans limite. Vous avez exploité votre grand-mère, fraudé le gouvernement, et trahi votre femme. Vous êtes un danger pour la société, non pas parce que vous êtes violent, mais parce que vous n'avez aucune boussole morale. 5 ans. Alors qu'on l'emmenait, il a crié, Valérie, je suis désolé. Attends-moi. Je peux changer. Je me suis levé et je suis sorti. Je n'ai pas attendu. Glenda a négocié une peine pour le vandalisme. Elle a eu de la probation et des travaux d'intérêt général. Elle devait ramasser les déchets sur le bord de l'autoroute. Un jour, en allant à la boulangerie, j'ai vu une équipe en gilet orange nettoyer le bas-côté. J'ai ralenti. Il y avait Glenda. Ses cheveux blonds étaient emmêlés sous une casquette. Elle piquait les déchets avec un bâton, l'air misérable. Elle a vu ma voiture, mon nouveau SUV. Elle m'a vu. Elle m'a fait un doigt d'honneur. J'ai ri. J'ai monté la radio et j'ai continué ma route. Ils étaient dans mon rétroviseur. Normalement, les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils n'y paraissent. Non, dans ce cas, ils s'estompaient rapidement au loin. 3 ans ont passé. 3 années glorieuses et paisibles. Betty a vécu jusqu'à 89 ans. Elle est restée vive jusqu'à la fin. Mais le temps est le seul ennemi que l'on ne peut pas poursuivre en justice. Son cœur a commencé à faiblir.
Nous l'avons ramenée à la maison. J'ai installé un lit d'hôpital dans le salon pour qu'elle puisse regarder le jardin. Marc et moi nous relayons pour rester avec elle. C'était un mardi soir. La pluie tombait doucement contre la fenêtre. Une pluie douce, pas une tempête. Valérie, a murmuré Betty. Sa voix était fine comme du papier. Je suis là, grand-mère. On a gagné? A-t-elle demandé. On a gagné, ai-je dit en lui tenant la main. On a tout gagné. Bien, a-t-elle souri. Ne les laisse pas revenir. Même pas pour l'enterrement. Je ne le ferai pas, tu es le meilleur investissement que j'ai jamais fait, a-t-elle dit. Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre. Dis à ton grand-père. J'ai tenu les comptes à l'équilibre. Elle a fermé les yeux, et elle est partie. Le chagrin était différent cette fois. Ce n'était pas le chagrin déchiqueté et paniqué de la trahison. C'était un chagrin lourd et noble. Le chagrin de perdre un général qui vous a mené à la victoire. L'enterrement était privé. Juste moi, Mark, Henderson, et quelques amis proches. Mais bien sûr, ils ont essayé. Mes parents se sont présentés aux portes du cimetière. Ils avaient l'air vieux. Mon père utilisait un déambulateur. Ma mère avait l'air frêle. Ils ont essayé de forcer le passage devant le garde de sécurité que j'avais engagé. Nous sommes de la famille, a pleuré ma mère. Nous avons le droit de dire au revoir. Je me suis approché de la porte. Je portais du noir, mais je me tenais droite. Vous avez dit au revoir il y a des années, ai-je dit. Quand vous avez choisi Glenda plutôt que la sécurité de Betty. Quand vous avez choisi l'argent de Richard plutôt que ma dignité. Valérie, s'il te plaît, a gémi mon père. On est ruiné. Glenda a volé notre retraite. On a besoin d'aide. Betty aurait voulu qu'on soit ensemble. Betty vous détestait, ai-je dit sans détour. Elle vous appelait les vautours. Et son testament est très spécifique. Toute personne nommée Hart qui n'est pas Valérie est explicitement déshéritée. Si vous le contestez, les frais de justice vous ruineront encore plus. Fille sans cœur, a hurlé ma mère, revenant à sa vraie nature. Au revoir, maman, ai-je dit. J'ai fait signe au garde. Il a fermé la porte. Je suis retourné vers la tombe. J'ai placé un unique tournesol sur le cercueil. Repose en paix, Betty, ai-je murmuré. La porte est verrouillée. Alors, me voilà. J'écris ceci depuis le balcon d'une maison de plage en Floride. Ma propre maison de plage, pas une location. Marqué dans la cuisine en train de faire du café. Je peux sentir les brioches à la cannelle cuire dans le four. J'ai 49 ans. J'ai une entreprise florissante. J'ai un partenaire qui m'aime. J'ai un compte en banque qui n'appartient qu'à moi. Je repense à cette nuit dans la tempête, la maison vide, le mot « profite bien de tes corvées ». On dirait une autre vie. Comme si c'était arrivé à une autre femme. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé ce journal. Si Betty ne s'était pas réveillée. Si j'avais juste accepté mon destin de paillasson. Je serais divorcé maintenant de toute façon. Richard m'aurait probablement jeté une fois que j'aurais été usé. Je serais sans le sou. Je serais brisé. Au lieu de cela, je suis forgé dans le feu. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. La loyauté fait la famille. Le respect fait la famille. J'ai appris que maintenir la paix est juste une façon élégante de dire les laissez vous maltraiter. J'ai appris que la vengeance ne consiste pas à leur faire du mal, mais à les dépasser. Richard est sorti de prison maintenant. J'ai entendu dire qu'il travaille dans un lave-auto. Il m'envoie parfois des emails pour demander de tourner la page. Je les envoie dans le dossier spam. Tourner la page est un mythe. L'indifférence est la réalité. Glenda est toujours quelque part en Floride. Je ne la cherche pas. Je m'en fiche. Mes parents sont dans une maison de retraite. Je paie la facture pour le forfait de base, anonymement, via un trust. C'est la dernière gentillesse que j'offrirai, les garder à l'abri de la rue, mais les garder hors de ma vie. Je regarde l'océan. Il est vaste, terrifiant et magnifique, tout comme la liberté. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous sentez coincé, si vous avez l'impression d'être l'invisible, l'abeille ouvrière, le bouc émissaire.
Si vous soutenez le ciel pour des gens qui ne tiendraient pas un parapluie pour vous, lâchez le ciel. Laissez-le s'écraser. Ce sera bruyant. Ce sera désordonné. Les gens crieront. Mais une fois que la poussière sera retombée, vous serez le seul debout. Et vous pourrez enfin voir le soleil. Ici Valérie, je termine ma transmission. Merci d'avoir écouté ma vérité. Et ainsi, le parcours de Valérie nous rappelle une vérité puissante. La résilience ne naît pas de la facilité, mais des épreuves qui testent le cœur même de ce que nous sommes. Son histoire est un témoignage de la force que nous portons tous en nous, même lorsque la vie essaie de nous briser. Elle montre que l'estime de soi n'est pas déterminée par les gens qui nous sous-évaluent, mais par le courage que nous trouvons pour nous en éloigner. La vraie liberté commence au moment où nous cessons de chercher la validation de ceux qui ne font que prendre, et où nous commençons à construire une vie qui honore notre propre valeur. Ce récit est aussi un rappel que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers une existence plus saine et plus épanouissante. La décision de Valérie de rester ferme n'était pas un acte de cruauté, mais un acte de respect de soi. Une leçon pour quiconque se sent piégé dans des relations toxiques. Parfois, le pas le plus difficile, mais le plus nécessaire, est de lâcher ce qui ne nous sert plus, même si cela signifie marcher vers l'inconnu. Et vous? Avez-vous déjà eu à reconquérir votre valeur ou à fixer des limites pour protéger votre paix? Partagez vos pensées ci-dessous ou commentez simplement « Bien » si cette histoire vous a inspiré. Gardons la conversation vivante et rappelons-nous mutuellement de la force que nous possédons tous.